Ses 3 enfants l'ont abandonnée. Sans savoir que dans la valise était caché 4 200 000. As-tu déjà fait tellement confiance à quelqu'un que tu aurais donné ta vie pour cette personne pour découvrir qu'elle t'avait trahi de la manière la plus cruelle? Voici l'histoire d'Elena Moral, une femme de 72 ans qui a tout donné pour ses 3 enfants, qui un jour l'ont abandonnée au milieu de nulle part, la laissant mourir sous le soleil brûlant du désert. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que dans cette vieille valise en cuir qu'ils avaient méprisée et jetée à côté d'elle, était caché 200 000 en espèces. Reste jusqu'à la fin de cette histoire, car je te garantis que ce qui s'est passé ensuite te coupera le souffle et te fera réfléchir au vrai sens de l'amour familial. Avant de commencer, n'oublie pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays tu nous accompagnes. Tu nous suis depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie, le Chili ou les États-Unis. Nous aimerions savoir d'où tu nous regardes. Ton soutien signifie énormément pour nous et nous aide à continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur. La matinée du 23 juillet commença comme n'importe quelle autre dans la modeste maison d'Elena Moral. Les premiers rayons du soleil filtraient timidement à travers les rideaux usés de sa petite chambre, illuminant les murs où pendaient des photographies jaunies de temps meilleur. Elena se réveilla lentement, comme elle le faisait toujours, avec cette douleur familiale dans les articulations qui lui rappelait qu'elle n'était plus la femme jeune et pleine d'énergie qu'elle avait été. Elle se redressa lentement dans le lit, sentant chacun de ses 72 ans peser sur son dos voûté. Ses mains ridées, marquées par des décennies de travail acharné, s'accrochèrent au bord du matelas tandis qu'elle se levait. Elena marcha vers le petit miroir accroché au mur et, pendant un instant, s'arrêta pour observer son propre reflet. Le visage qui la regardait de l'autre côté du verre ressemblait à peine à la femme rayonnante des photographies. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit, étaient maintenant complètement blancs, relevés en un chignon désordonné. Les rides creusaient sa peau comme des rivières sur une carte ancienne, chaque ligne racontant une histoire différente de sa vie. Celle de son front parlait de préoccupations éternelles, celle de ses yeux de larmes versées en silence, celle de sa bouche de sourire fin pour cacher la douleur. « Bonjour, Elena » se murmura-t-elle à elle-même, comme elle l'avait fait chaque matin depuis 5 ans. Depuis que son mari Roberto était décédé. Parler à voix haute, même avec elle même, la faisait se sentir moins seule dans cette maison qui chaque jour semblait plus vide, plus froide, malgré la chaleur étouffante de l'été. Elena s'habilla avec soin, choisissant une robe à fleurs simples qu'elle avait achetée il y a des années dans un magasin d'occasion. Elle l'a mis avec des mouvements lents et délibérés, boutonnant chaque bouton avec des doigts tremblants qui n'obéissaient plus avec la précision d'autrefois. Elle chaussa ses chaussures les plus confortables, ses mocassins bruns si usés qu'ils avaient à peine une semelle, mais qui s'ajustaient parfaitement à ses pieds enflés. Pendant qu'elle se préparait, ses pensées s'envolèrent inévitablement vers ses enfants. Rodrigo, l'aîné de 48 ans, Patricia, la cadette de 45 et Sébastien, le plus jeune de 42. Combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle les avait vus tous ensemble? 3 mois, 4. Le temps était devenu flou pour Elena. Les jours se mélangeaient les uns aux autres dans un brouillard de solitude et d'attente.
Elle descendit les escaliers. Avec précaution, s'accrochant à la rampe. Comme si sa vie en dépendait. Chaque marche était un défi. Chaque mouvement lui rappelait que son corps n'était plus le même. Lorsqu'elle arriva enfin à la cuisine, elle se prépara son petit déjeuner habituel. Une tasse de café léger et une tranche de pain grillé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que sa petite pension lui permettait. Pendant qu'elle buvait son café, assise à la table de la cuisine, où autrefois toute sa famille se réunissait. Pour les repas, Elena ne pouvait s'empêcher de regarder le téléphone accroché au mur. Ses enfants appelleraient-ils aujourd'hui pour demander comment elle allait? L'espoir était une flamme faible qui refusait de s'éteindre complètement dans son cœur. Malgré les innombrables déceptions. Le téléphone ne sonna pas pendant le petit déjeuner. Il ne sonna pas non plus pendant qu'elle lavait sa seule tasse et son seul assiette. Il ne sonna même pas lorsqu'elle s'assit sur sa chaise préférée près de la fenêtre, où elle passait des heures à regarder la rue, observant les familles du quartier marcher ensemble, rire, s'embrasser, partager des moments que elle ne pouvait que se rappeler comme des échos lointains de sa propre vie. Elena se souvint de quand ses enfants étaient petits, quand cette même maison résonnait de rire et cris de joie. Elle se souvint comment Rodrigo, son aîné, courait dans ses couloirs en jouant à être un super-héros avec une cape faite d'un vieux drap attaché autour de son cou. Elle se souvint comment Patricia, sa fille unique, s'asseyait sur ses genoux tandis qu'elle lui brossait ses longs cheveux bruns, parlant sans cesse de ses rêves de devenir danseuse. Et elle se souvint comment Sébastien, son bébé, s'accrochait à sa jambe chaque matin en pleurant parce qu'il ne voulait pas qu'elle aille travailler. Où tout cela était-il passé? À quel moment ses enfants aimants s'étaient-ils transformés en adultes distants et froids qui à peine se souvenaient d'elle? Les pensées d'Elena furent interrompues par le son du téléphone. Son cœur fit un bond d'émotion tandis qu'elle se levait rapidement de sa chaise, trop rapidement pour ses genoux arthritiques, ressentant une douleur qu'elle ignora complètement dans sa précipitation pour répondre. « Allô » répondit-elle. Avec une voix anxieuse, presque essoufflée. « Maman, c'est moi, Rodrigo » dit la voix à l'autre bout du fil. C'était une voix profonde, sérieuse, le type de voix qu'Elena imaginait utiliser lors de ses réunions d'affaires importantes. Son fils aîné était un homme à succès, ou du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Il travaillait dans la finance, avait une grande maison dans les banlieues, une voiture de luxe, tout ce que l'argent pouvait acheter. Rodrigo, mon amour, quelle joie de t'entendre, s'exclama Elena, sentant les larmes commencer à se former dans ses yeux. C'était pathétique, elle le savait, s'émouvoir autant pour un simple appel téléphonique, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Comment vas-tu, fils? Et Monica et les enfants, tout va bien? Maman, répondit Rodrigo d'un ton qui semblait pressé, impatient. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Je t'appelle parce que Patricia, Sébastien et moi avons parlé et, eh bien, nous avons pris une décision. Le cœur d'Elena battit plus vite. Une décision. Quel genre de décision? Pendant un instant, elle laissa l'espoir fleurir dans sa poitrine. Peut-être avait-il décidé de lui rendre visite plus souvent. Peut-être voulait-il qu'elle passe les prochaines vacances avec eux. Peut-être, quelle décision, mon amour, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Maman, Patricia a trouvé un
Foyer pour personnes âgées, très bien. Un endroit où ils pourront mieux prendre soin de toi que tu ne peux le faire maintenant. Un endroit où tu seras avec des gens de ton âge, où tu auras de la compagnie tout le temps. Les mots tombèrent sur Elena comme des seaux d'eau glacée. Un foyer pour personnes âgées. Il voulait l'envoyer dans un foyer pour personnes âgées. Mais je vais bien ici dans ma maison, réussit-elle à dire, sentant sa gorge se serrer. C'est ma maison, Rodrigo. C'est la maison où vous avez grandi, où ton père et moi. Maman, tu ne peux plus vivre seule, interrompit Rodrigo. Avec fermeté. L'autre jour, Madame Martinez m'a appelé, inquiète parce qu'elle t'a vu tituber dans le jardin. Elle a dit que tu as presque chuté. Et si tu tombais, qu'il n'y a personne pour t'aider, et si quelque chose t'arrive? C'était juste un moment de vertige, rien de plus. Protesta Elena faiblement. Il faisait très chaud ce jour-là et j'ai oublié de boire suffisamment d'eau. Cela ne signifie pas que c'est définitif. Maman. Nous avons déjà pris la décision. Nous sommes tous les trois d'accord. Nous viendrons te chercher demain matin. Emporte seulement l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de place dans ces endroits. À demain. Rodrigo, attends, s'il te plaît. Nous pouvons parler de cela. Mais la ligne était déjà morte. Son fils avait raccroché sans même dire au revoir correctement, sans lui dire je t'aime, sans lui donner l'opportunité d'exprimer ses sentiments, ses peurs, ses désirs. Elena resta debout au milieu de la cuisine, tenant le téléphone contre son oreille, comme si elle pouvait encore entendre la voix de son fils de l'autre côté. Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent enfin à rouler sur ses joues ridées, laissant des traces humides sur sa peau, un foyer pour personnes âgées. La phrase résonnait dans son esprit comme une sentence de mort. Elena avait entendu des histoires sur ces lieux. Des lieux où les vieux étaient laissés pour être oubliés, où ils passaient leur dernier jour à regarder des murs blancs, attendant des visites qui n'arrivaient jamais, comptant les jours jusqu'à ce que la mort les libère enfin de leur solitude. Elle ne murmura pas pour elle-même, sa voix à peine audible dans la maison silencieuse. Je n'irai pas. C'est ma maison. Ils ne peuvent pas m'obliger. Mais même en prononçant ces mots, Elena savait la vérité. Ses enfants pouvaient l'obliger. Ils étaient des adultes avec des carrières, du pouvoir, des ressources. Elle n'était qu'une vieille femme sans argent, sans option, sans voix. S'ils avaient décidé qu'elle irait dans un foyer pour personnes âgées, alors elle y irait, qu'elle le veuille ou non. Elena passa le reste de la journée dans un espèce d'étourdissement. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, touchant des objets qui avaient fait partie de sa vie pendant des décennies. Elle passa ses doigts sur la table de la salle à manger, où elle avait servi des milliers de repas. Elle s'arrêta devant la cheminée, où se trouvaient les photographies de famille, le mariage avec Roberto, la naissance de chacun de ses enfants, les anniversaires, les Noëls, des moments figés dans le temps d'un bonheur qui avait été réel autrefois. Que deviendraient toutes ces photographies, tous ces souvenirs? Les foyers pour personnes âgées n'avaient pas d'espace pour des vies entières conservées dans des boîtes et des albums. Tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait construit pendant 72 ans, devrait tenir dans une petite valise. Pendant que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, Elena monta lentement dans sa chambre. Du fond de l'armoire, elle sortit une vieille valise en cuir marron, là même qu'elle avait utilisée il y a tant d'années.
quand elle et Roberto avaient voyagé pour rendre visite à sa sœur dans la capitale. Comme ils étaient jeunes. Alors, remplis de vie et d'espoir, Elena ouvrit la valise sur son lit et commença le douloureux processus de décider quelle partie de sa vie méritait d'être sauvée. Elle plia soigneusement quelques robes, ses préférées, même si elles étaient déjà passées de mode et usées. Elle ajouta sa brosse à cheveux, quelques produits d'hygiène personnelle, une paire de chaussures supplémentaires. Elle inclut également son chapelet, que sa mère lui avait offert lors de sa première communion, les perles usées par des décennies de prière. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'Elena avait gardé secret pendant 5 ans, depuis le jour où Roberto était mort. Quelque chose que même ses enfants ne savaient pas qu'existait. Elena s'agenouilla à côté de son lit, ignorant la douleur aiguë dans ses genoux, et glissa la main sous le matelas. Ses doigts cherchèrent jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, une grande enveloppe scellée, gonflée. Elle la sortit avec précaution et s'assit sur le bord du lit, tenant l'enveloppe entre ses mains tremblantes. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait tout son avenir, tout ce que Roberto avait travaillé si dur pour assurer. 4 200 000 en espèces. Une fortune que son mari avait accumulée lentement et patiemment. Pendant des décennies de travail acharné, de sacrifices et d'épargne. De l'argent qu'il avait gardé caché aux autorités, aux banques, à tout le monde, car il ne faisait pas confiance au système qu'il avait tant de fois vu échouer les gens travailleurs comme eux. Roberto lui avait fait promettre de ne jamais dire à ses enfants l'existence de l'argent, pas avant d'être sûr qu'ils en avaient vraiment besoin. Non par cupidité, mais par amour. Il lui avait murmuré sur son lit de mort. Utilise cet argent judicieusement. Elena. C'est pour ton futur, pour que tu n'aies jamais à dépendre de personne, pour que tu n'aies jamais à mendier pour de l'amour ou des soins. Elena avait gardé le secret fidèlement. Elle avait vécu avec sa petite pension. Elle avait connu des privations. Elle avait souffert du froid en hiver pour économiser le chauffage. Elle avait mangé le minimum pour étirer chaque centime, mais elle n'avait jamais touché à l'argent de Roberto. Elle l'avait gardé comme un trésor sacré, attendant le bon moment. Maintenant, en regardant l'enveloppe, Elena se demandait si ce moment était arrivé. Ses enfants voulaient l'envoyer dans un foyer pour personnes âgées. Peut-être pourrait-elle utiliser une partie de cet argent pour payer un meilleur endroit. Un endroit où elle aurait au moins sa propre chambre avec fenêtre, où la nourriture serait décente, où les infirmiers seraient gentils. Mais quelque chose dans son cœur lui disait non. Ce sont ces sons qui l'avaient accompagnée pendant tant d'années. Les sons qui seraient bientôt remplacés par le bip des machines médicales et les gémissements d'autres personnes âgées. Dans un foyer qui ne serait jamais vraiment le sien. Les larmes coulèrent sur ses joues pendant des heures. Elena pleura pour la vie qu'elle laissait derrière elle, pour la maison qui avait été son foyer pendant plus de 40 ans, pour les souvenirs qui resteraient enfermés entre ses murs. Mais par-dessus tout, elle pleura pour ses enfants, pour l'amour qu'elle leur avait donné inconditionnellement et qui n'avait jamais été réciproque de la même manière. Lorsque l'aube du 24 juillet arriva enfin, Elena se leva avec les yeux gonflés et rouges. Elle s'habilla avec soin, choisissant sa plus belle robe, une robe bleu clair que Roberto disait toujours faire briller ses yeux. Elle se coiffa avec soin, attache ses cheveux dans son chignon habituel. Elle se maquilla légèrement, appliquant un peu de rouge à lèvres rose pâle. Elle voulait
Paraître présentable. Elle voulait garder sa dignité, même si intérieurement elle se sentait complètement brisée. À 8 heures du matin, exactement comme Rodrigo l'avait dit, Elena entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant sa maison. Son cœur commença à battre plus vite alors qu'elle regardait par la fenêtre et voyait une berline noire garée dans la rue. Les portes s'ouvrirent et de celle-ci sortirent ses 3 enfants. Rodrigo fut le premier à sortir. C'était un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume gris impeccable qui coûtait probablement plus que la pension mensuelle d'Elena. Ses cheveux, autrefois noirs comme les siens, étaient maintenant grisonnants sur les tempes, ce qui lui donnait un air distingué. Ses yeux, cependant, étaient froids, calculateurs, les yeux d'un homme d'affaires qui avait oublié comment ressentir des émotions sincères. Patricia sortit ensuite. C'était une femme élancée, presque trop mince, vêtue de vêtements de sport de marque et de lunettes de soleil énormes qui couvraient la moitié de son visage. Ses cheveux blonds platine, évidemment teints, étaient attachés en queue de cheval haute. Elle se mouvait avec la grâce étudiée de quelqu'un qui passait des heures à sculpter son corps à la perfection. Mais il y avait une dureté dans son expression, une froideur qui fit se contracter le cœur d'Elena. Sébastien, son bébé, fut le dernier à sortir. C'était le plus jeune des 3, mais cela ne se voyait pas. Il avait un ventre proéminent qui dépassait de sa ceinture, résultat de trop de repas d'affaires et de trop de bière. Son visage était rouge et sudorifique, malgré qu'il ne soit que 8 heures du matin. Il portait une chemise de golf chair et un pantalon kaki. Il ne regarda même pas la maison. Au lieu de cela, il sortit son téléphone portable et commença à écrire des messages. Elena ouvrit la porte principale avant qu'il n'ait à frapper. Elle voulait garder sa dignité. Elle voulait leur montrer qu'elle avait encore le contrôle sur quelque chose, même si ce n'était que sur quand ouvrir sa propre porte. « Et bonjour » dit-elle d'une voix tremblante, forçant un sourire sur ses lèvres. « Entrez, je vous prépare du café. J'ai quelque chose de... » « Pas le temps pour ça, maman. » interrompit Rodrigo sèchement, sans même lui rendre le sourire. « Nous devons y aller. Le foyer pour personnes âgées est à 2 heures d'ici et j'ai une réunion importante à 12 heures. Tu as déjà fait tes bagages ? » Elena se sentit comme si elle venait de recevoir une gifle. Même pas un bonjour, même pas un câlin, juste affaire, efficacité. Hâte. Oui, ma valise est en haut. Répondit Elena, sentant sa voix trembler légèrement. C'est juste une valise, comme tu m'as dit. Je pensais que peut-être nous pourrions parler. D'abord, parler de cela en famille. Nous avons déjà parlé, maman, dit Patricia, enlevant ses lunettes de soleil et regardant sa mère avec des yeux aussi froids que la glace. C'est le mieux pour toi. Tu ne peux plus te débrouiller seule. Dans le foyer pour personnes âgées, tu auras tout ce dont tu as besoin. Nourriture, soins médicaux, compagnie, mais... Je n'aurai pas vous, murmura Elena, sentant les larmes commencer à se former dans ses yeux. Je n'aurai pas ma famille. C'est ma maison, Patricia. Vous avez grandi ici. Il y a tant de souvenirs. Les souvenirs ne paient pas les factures, maman, intervint Sébastien sans lever les yeux de son téléphone. Les souvenirs ne t'aideront pas si tu tombes et te casses la hanche. Les souvenirs. Ne pourrais-tu pas laisser ce foutu téléphone un instant, éclata Elena.
Soudain, surprenant même. Elle-même par l'intensité de sa voix. Peux-tu me regarder dans les yeux pendant que tu me parles de m'arracher de ma maison? Peux-tu montrer ne serait-ce qu'un peu de respect? Sébastien leva enfin les yeux, ses yeux montrant plus d'irritation que de regret. Maman, nous ne t'arrachons de nulle part. Nous sommes pratiques. Cela coûte de l'argent. Tu sais, le foyer pour personnes âgées n'est pas bon marché. Mais nous trois avons accepté de partager les frais parce que nous t'aimons et voulons le meilleur pour toi. Exactement, ajouta Rodrigo, les bras croisés. Alors au lieu de nous faire sentir mal, tu pourrais au moins remercier que nous soyons prêts à faire ce sacrifice financier. Elena les regarda tous les trois, ces étrangers qui avaient été ces bébés, qu'elle avait allaités, bercés pour dormir, consolés lorsqu'ils faisaient des cauchemars, soignés quand ils étaient malades. Comment en était-elle arrivée là? Comment l'amour s'était-il transformé en cette froide transaction financière? J'irai chercher ma valise, dit-elle finalement d'une voix à peine audible. Elle se retourna et commença à monter les escaliers, chaque pas plus lourd que le précédent. Et tu as besoin d'aide, maman, cria Patricia depuis en bas, mais il y avait plus d'impatience que de préoccupation réelle dans sa voix. Je ne peux pas seule, répondit Elena sans se retourner. Elle avait besoin de ces derniers moments. Seule dans sa maison. Elle avait besoin de dire adieu en privé à la vie qu'elle avait connue. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, Elena s'arrêta à la porte, observant l'espace qui avait été son sanctuaire. Pendant tant d'années, le lit où elle avait dormi aux côtés de Roberto pendant 40 ans, la commode où elle gardait ses quelques bijoux et souvenirs, le petit bureau où elle écrivait autrefois des lettres à ses sœurs, les murs où pendaient des photographies de moments heureux qui semblaient maintenant appartenir à une vie complètement différente. L'adieu, murmura-t-elle à la chambre vide. Merci pour tous les souvenirs. Elle prit sa valise, qui soudain semblait peser une tonne. À l'intérieur se trouvait tout ce qui lui restait de sa vie, quelques vieux vêtements, des articles de toilette, son chapelet et 4 200 000 $. Que ses enfants ne savaient même pas exister. Une somme d'argent qui pourrait changer leur vie, qui pourrait résoudre tous leurs problèmes, mais qu'elle avait décidé de garder secrète, fidèle à la promesse faite à Roberto. Elle descendit lentement les escaliers, traînant la valise marche par marche. Le bruit résonnait dans la maison. Silencieuse, comme le rythme d'une marche funèbre. Rodrigo l'attendait au pied des escaliers, regardant sa montre chère avec impatience. Enfin. Allez, donne-moi cette chose. Il arracha la valise des mains d'Elena d'un mouvement brusque qui faillit la faire perdre l'équilibre. Fais attention à cette valise, dit Elena avec plus de fermeté qu'elle ne se sentait. Elle contient des choses précieuses pour moi. Rodrigo souffla. Précieuse. Maman, la seule chose précieuse que tu as probablement, ce sont ces vieux vêtements qui sentent la naphtaline. Mais bon, comme tu veux. Patricia était déjà dans la voiture, se retouchant le maquillage dans le miroir du pare-soleil du passager. Sébastien continuait avec son téléphone, maintenant adossé à la voiture, fumant une cigarette. Vous n'allez pas entrer voir la maison une dernière fois? Demanda Elena avec une voix pleine d'espoir. Cela fait des années que vous y êtes allé. Peut-être aimeriez-vous voir. Pas le temps, maman, répéta Rodrigo mécaniquement, plaçant la valise dans le coffre. De toute façon, nous allons vendre cette maison. Nous avons besoin de l'argent pour
Payer le foyer pour personnes âgées. Elena sentit que le monde s'arrêtait. Quoi? Vous allez vendre la maison? Bien sûr que nous allons vendre la maison, dit Patricia depuis la voiture, regardant sa mère à travers la vitre ouverte comme si elle était stupide. Que attendais-tu? Que nous la gardions vide. Juste par sentimentalisme? Le marché immobilier est bon maintenant. Nous pouvons obtenir un bon prix. C'est ma maison, protesta Elena, sentant les larmes commencer enfin à couler librement sur ses joues. Mon père et moi avons acheté cette maison ensemble. Ici vous êtes nés. Ici sont tous nos souvenirs. Les souvenirs ne paient pas les factures, répéta Sébastien, jetant sa cigarette par terre et l'écrasant du pied. Regarde. Maman, je sais que c'est difficile pour toi. Mais tu dois être pratique. La maison vaut de l'argent. L'argent paie pour tes soins. Mathématiques simples. Monte dans la voiture, maman, ordonna Rodrigo en ouvrant la porte arrière. Nous avons déjà perdu assez de temps. Elena marcha vers la voiture avec des jambes tremblantes. Elle se retourna une dernière fois pour regarder sa maison, son foyer, l'endroit où elle avait été heureuse. Où elle avait aimé et été aimée, où elle avait élevé ses enfants avec tout l'amour de son cœur. Les fenêtres là regardaient comme des yeux tristes, lui faisant un dernier adieu. L'adieu, murmura-t-elle si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Elle monta à l'arrière de la voiture, ressentant immédiatement le contraste entre la chaleur extérieure et l'air climatisé froid à l'intérieur. Patricia était assise sur le siège avant. Passager. Sébastien s'assit à côté d'Elena à l'arrière, toujours collé à son téléphone. Rodrigo prit le volant. Le moteur démarra avec un rugissement. D'où la voiture commença à bouger, s'éloignant de la maison, s'éloignant de tout ce qu'Elena avait connu et aimé. Pendant les 30 premières minutes du trajet, personne ne parla. Patricia écoutait de la musique avec ses écouteurs. Sébastien jouait à un jeu sur son téléphone, faisant des gestes de frustration chaque fois qu'il perdait. Roberto, murmura-t-elle vers le ciel brûlant. Roberto, mon amour. Aide-moi. Donne-moi de la force, juste un peu plus. Elle ne savait pas si elle avait marché pendant 2 heures ou 5. Le temps perdait tout sens sous ce soleil implacable. Son esprit commençait à s'embrouiller. Les pensées devenaient confuses. Elle commença à voir des choses qu'elle savait impossibles. Un lac frais au loin, une maison avec de l'ombre. Roberto marchant vers elle les bras ouverts. Non, se dit-elle, secouant la tête pour dissiper les hallucinations. Ce n'est pas réel. Continue à marcher, seule. Continue à marcher. Ses jambes finirent par céder et elle tomba au sol avec force. La valise roula de ses mains et s'ouvrit à l'impact. Ses vêtements se dispersèrent par terre et là, à la vue de quiconque passait, se trouvait l'enveloppe avec l'argent de Roberto. Elena regarda l'enveloppe. Les yeux vitreux. 000. Une fortune pour laquelle ses enfants auraient tué. Pour l'avoir. Une fortune qui gisait maintenant dans la poussière du désert, aussi inutile qu'elle-même. Elle pensa à ses enfants, à Rodrigo avec son costume cher et sa montre de luxe, à Patricia avec son corps parfait et ses vêtements de marque, à Sébastien avec ses repas coûteux et son style de vie confortable. Elle pensa à la façon dont tous eux luttaient constamment avec des dettes, avec des hypothèques, avec le maintien des apparences de succès et de prospérité. Et là se trouvait
Elle, sa mère âgée, qu'ils avaient abandonnée pour mourir avec plus d'argent qu'eux. N'importe lequel d'eux ne verrait jamais dans toute sa vie. Et si seulement il savait, murmura Helena, sa voix à peine audible. Si seulement. Ils avaient demandé, si seulement. Ils avaient été gentils. Un rire hystérique monta dans sa gorge. L'ironie était trop parfaite, trop cruelle. Ses enfants l'avaient abandonnée. Pensant qu'elle était inutile, un fardeau sans valeur. Il ne saurait jamais à quel point il avait tort. Helena ferma les yeux, sentant sa conscience commencer à la quitter. La chaleur, la déshydratation, épuisement, tout se combinait pour la pousser vers l'obscurité. Peut-être valait-il mieux ainsi. Peut-être était-il temps de se rendre, de se laisser aller, de rejoindre Roberto. Où qu'il soit. Je suis désolée, Roberto, murmura-t-elle vers le ciel. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je n'ai pas pu utiliser l'argent judicieusement. Pardonne-moi, mon amour. Elle était sur le point de se laisser aller dans l'obscurité quand elle entendit un bruit au loin. Au début, elle pensa que c'était une autre hallucination, une autre cruelle blague de son esprit mourant, mais le son devint plus fort, plus réel. Le moteur d'un véhicule, avec le dernier restant d'énergie qu'elle avait. Helena ouvrit les yeux. À travers la brume de chaleur et de poussière, elle vit un point s'approcher sur le chemin, un véhicule. Quelqu'un venait ici, elle essaya de crier, mais sa gorge sèche ne produisait qu'un chuchotement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le véhicule s'approcha de plus en plus jusqu'à ce qu'il s'arrête. À quelques mètres d'Helena. Allongée. C'était une vieille camionnette. Délabrée, couverte de poussière. La porte du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit. C'était un homme d'âge moyen, probablement d'une 50aine d'années, avec la peau tannée par le soleil et de profondes rides autour des yeux. Il portait un jean usé, une chemise en flanelle. Malgré la chaleur et un chapeau de cow-boy usé. Son visage montrait surprise et inquiétude en voyant Helena allongée sur le sol. Mon Dieu, s'exclama l'homme en courant vers elle. Madame, que vous est-il arrivé? Que faites-vous ici au milieu d'eux? Nulle part. Helena essaya de répondre, mais ne produisit qu'un faible gémissement. Homme s'agenouilla à côté d'elle, l'examinant rapidement avec des yeux experts. Elle est déshydratée, murmura-t-il. Pour lui-même. Et probablement en insolation. Elle a besoin d'eau de toute urgence. Il courut vers sa camionnette et revint avec une bouteille d'eau. Doucement, il souleva la tête d'Helena et porta la bouteille à ses lèvres. Buvez. Lentement, ordonna-t-il d'une voix douce. Petite gorgée. Très bien ainsi. L'eau fraîche touchant ses lèvres gercées fut comme le paradis. Helena but avidement, sentant le liquide vital parcourir sa gorge sèche. Doucement, doucement, répéta l'homme. Pas si vite, cela vous rendra malade. Quand Helena eut bu suffisamment, l'homme regarda autour de lui. Voyant la valise ouverte et les vêtements éparpillés. Ses yeux se posèrent sur l'enveloppe épaisse qui gisait au sol. Cette valise est-elle à vous? Demanda-t-il. Helena hocha faiblement la tête. L'homme commença à ramasser les vêtements dispersés, les pliant soigneusement et les remettant dans la valise. Lorsqu'il arriva à l'enveloppe, il hésita un instant. Il était évident, à cause du poids et de l'épaisseur, qu'elle contenait beaucoup d'argent.
Elena l'observa, s'attendant à ce qu'il prenne l'enveloppe et s'enfuit. Pourquoi ne le ferait-il pas? Elle n'était qu'une vieille abandonnée dans le désert. Personne ne saurait s'il prenait l'argent. Il pourrait la tuer ici même et personne ne le découvrirait. Mais au lieu de cela, l'homme plaça soigneusement l'enveloppe dans la valise et ferma. La fermeture éclaire. Puis il retourna auprès d'Elena. « Pouvez-vous marcher si je vous aide ?» demanda-t-il. Elena secoua la tête. Ses jambes se sentaient comme de la gelée, sans force. Aucune. « Très bien, » dit l'homme avec gentillesse. « Je vous porterai. » Alors, faut-il sortir de ce soleil ou mourrez-vous ici? Avec une facilité surprenante, malgré son âge, l'homme souleva Elena dans ses bras comme si elle était une enfant. Elle pesait à peine. Elle se rendit compte avec tristesse qu'elle avait tant perdu de poids ces dernières années qu'elle était pratiquement peau et os. L'homme la porta jusqu'à sa camionnette et la posa doucement sur le siège passager. Il retourna chercher la valise, la plaça à l'arrière, puis monta sur le siège conducteur. « Je m'appelle Miguel. » se présenta-t-il en mettant la climatisation à fond. « Miguel Herrera, j'ai un petit ranch à environ 30 km d'ici. Je vais vous y emmener. » D'accord? Elena hocha la tête. Trop faible pour parler. Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues. À nouveau, mais cette fois ce n'était pas des larmes de désespoir, mais de soulagement et de gratitude. Miguel conduisit en silence pendant les premières minutes, la laissant se rétablir. La climatisation et l'eau faisaient leur magie, lui redonnant lentement vie. « Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demanda enfin Miguel d'une voix douce. « Comment vous êtes-vous retrouvé au milieu du désert sans eau, sans ombre, sans rien ?» Elena avala sa salive, sentant sa gorge encore douloureuse. Quand elle parla, sa voix était à peine un murmure rauque. « Mes enfants, » dit-elle simplement. « Mes 3 enfants m'ont amenée ici et m'ont abandonnée. » Miguel la regarda avec incrédulité. « Vos enfants ont fait ça. Pourquoi? » « Parce que je suis vieille, » répondit Elena avec amertume. « Parce que je suis un fardeau. Parce que il est plus facile de me laisser mourir dans le désert que de payer pour mes soins. » Miguel serra le volant avec tant de force que ses phalanges devinrent blanches. « C'est monstrueux. Comment ces personnes peuvent-elles s'appeler ces enfants? » « Je ne sais pas, » murmura Elena. « Je ne sais plus. Rien. » Ils conduisirent en silence le reste du chemin. Elena regardait par la fenêtre, voyant le paysage désolé commencer à se transformer progressivement. Quelques arbres apparurent, puis des clôtures marquant les propriétés. Enfin, elle vit des bâtiments au loin. Miguel tourna sur un chemin de terre menant à un ranch modeste. Il y avait une maison de plain-pied, peinte en blanc, mais avec la peinture écaillée à certains endroits. Une grange rouge à l'arrière. Quelques enclos avec des chevaux. C'était simple, humble, mais cela ressemblait à un foyer. Une femme sortit de la maison quand elle entendit le bruit de la camionnette. Elle était d'un âge similaire à Miguel, peut-être un peu plus jeune, avec des cheveux bruns attachés en tresse et un tablier noué autour de sa taille. Son visage montrait de l'inquiétude en voyant Miguel descendre de la camionnette. « Et Miguel? Qui est-elle » demanda la femme. « Que s'est-il passé, Maria ? » « Cette dame a besoin de notre aide » répondit Miguel.
en ouvrant la porte passager. Je l'ai trouvé dans le désert. Quelqu'un l'a abandonné là pour mourir. Le visage de Maria se remplit d'horreur. Mon Dieu! Emmenez-la rapidement à l'intérieur. Nous la conduirons à la chambre des invités. Ensemble, ils aidèrent Elena à entrer dans la maison. L'intérieur était frais et accueillant, avec des meubles anciens, mais bien entretenus. Cela sentait le pain fraîchement cuit et le café. Maria doit voir un médecin. Ces coups de soleil sont sérieux. J'appellerai le docteur Ramirez, répondit Maria. Mais d'abord laisse-moi te donner quelque chose à manger. Ne me dis pas que tu n'as pas faim, ajouta-t-elle. En regardant Elena. Je vois que tu n'as pas mangé depuis longtemps. Malgré tout, Elena découvrit qu'elle avait faim. Son estomac gargouilla à la mention de la nourriture. Maria sourit. Voilà. Je reviens tout de suite. Avec de la soupe. La soupe guérit tout. Ma mère le disait toujours. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de soins et de récupération. Maria et Miguel se révélèrent être des anges déguisés. Ils la nourrirent, prirent soin d'elle. Ils appelèrent le médecin qui traita ses brûlures et sa déshydratation. Ils lui donnèrent des vêtements propres à porter pendant qu'il lavait les siens. Ils lui offrirent leur foyer, sans rien demander en retour. Elena leur raconta son histoire complète durant ces jours. Elle leur parla de ses 3 enfants, de la façon dont elle les avait élevés seule après la mort de Roberto, de la façon dont elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner tout. Elle leur raconta le jour où il l'avait emmenée sous le prétexte de la conduire dans une maison de retraite seulement pour l'abandonner dans le désert. Maria pleura en écoutant l'histoire. Miguel serra les poings avec une colère contenue, mais aucun des deux ne la jugea. Aucun ne mit en doute son histoire. Aucun ne suggéra qu'elle avait fait quelque chose pour mériter ce traitement. Certaines personnes naissent simplement sans cœur, dit Miguel un soir pendant qu'ils dînaient ensemble. Et malheureusement, parfois ces personnes sont de la famille. Mais la famille n'est pas seulement le sang, Elena. La famille, ce sont les personnes qui sont là quand vous en avez le plus besoin. Elena acquiesça, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ces étrangers lui avaient montré plus d'amour et de soin en quelques jours qu'aucun de ses propres enfants ne lui avait montré en des années. Il passa une semaine avant qu'Elena se sente suffisamment forte pour penser à l'avenir. Un après-midi, alors que Maria était occupée dans la cuisine et que Miguel était sorti vérifier les chevaux, Elena ouvrit sa valise pour la première fois depuis son arrivée au ranch. Là se trouvait l'enveloppe, exactement là où elle l'avait laissée. $2 cents,000. Intact. Miguel et Maria l'avaient vue. Ils savaient qu'elle était là, mais n'avaient posé aucune question à ce sujet. Ils n'avaient montré aucune avidité, n'avaient insinué aucune récompense pour l'avoir sauvée. Ce soir-là, pendant le dîner, Elena prit une décision. Miguel Maria commença d'une voix ferme, plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. J'ai quelque chose à vous montrer et quelque chose à vous proposer. Elle sortit l'enveloppe et la posa sur la table. Avec des mains qui ne tremblaient plus autant, elle l'ouvrit et en révéla le contenu. Les yeux de Miguel et Maria s'écarquillèrent en voyant la somme d'argent qu'elle contenait. Mon Dieu, murmura Maria. Elena, d'où vient tout ça? Mon
Marie Roberto a travaillé toute sa vie et a économisé, expliqua Elena. Il ne faisait pas confiance aux banques, alors il gardait tout temps. Espèce. Il m'a fait promettre de l'utiliser. Judicieusement, de l'utiliser quand cela compterait vraiment. Et vos enfants ne savent rien de tout cela, demanda Miguel avec incrédulité. Elena secoua la tête. Je ne leur ai pas dit et maintenant je suis contente de ne pas l'avoir fait. S'ils avaient su, ils m'auraient probablement tué pour l'argent. Au lieu de simplement m'abandonner. Maria se signa devant l'horrible vérité de ses paroles. Je veux vous payer, continua Elena, pour avoir sauvé ma vie, pour m'avoir soigné, pour m'avoir montré qu'il existait encore de la bonté dans le monde. Je veux, interrompit Miguel fermement. Nous n'accepterons pas un centime de cet argent, Elena. Nous avons fait ce que n'importe quelle personne décente ferait. Nous n'avons pas besoin de paiement pour être humain. Mais vous, commença Elena, n'est-ce pas, répéta Maria avec la même fermeté. Cet argent est à vous, c'est votre sécurité, votre avenir. Ne le donnez pas. Ainsi, juste comme ça. Elena sentit les larmes revenir à ses yeux. Alors, laissez-moi rester ici, dit-elle. Laissez-moi rester avec vous. Je vous paierai pour l'hébergement. Je vous aiderai dans la maison comme je le peux. Je ne veux plus être seule. S'il vous plaît. Miguel et Maria se regardèrent, communiquant silencieusement d'une manière que seuls les couples qui ont été ensemble longtemps peuvent faire. Finalement, ils acquiescèrent tous deux. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, dit Maria avec un sourire chaleureux, mais pas comme locataire qui paie, comme famille. Comme famille, répéta Miguel. Notre fille est partie à l'université il y a des années et n'est jamais revenue. Cette maison se sent trop vide sans elle. Nous serions heureux de t'avoir ici. Elena se permit enfin de sourire. Un sourire sincère qui illumina son visage ridé. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait trouvé un endroit où elle appartenait. Les mois passèrent et Elena s'épanouit sous les soins de Miguel et Maria. Elle aidait dans la maison autant que son corps âgé le lui permettait. Elle cuisait avec Maria, apprenant de nouvelles recettes et enseignant les siennes. Elle s'asseyait avec Miguel sur le porche. L'après-midi, regardant le coucher du soleil sur les champs. Elle se sentait en paix, quelque chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais le passé n'était pas prêt à la laisser partir. 3 mois après son arrivée au ranch, Miguel revint de la ville avec des nouvelles inquiétantes. Elena dit avec un air sérieux, j'ai vu quelque chose dans le journal local. Vos enfants vous cherchent. Le cœur d'Elena se serra. Quoi? Que voulez-vous dire? Miguel lui montra le journal. Dans la section des personnes disparues, il y avait une photo d'Elena, bien que ce fût une vieille photo d'elle plus jeune. Le titre disait « Famille recherche désespérément. Mère âgée disparue ». Elena lut l'article avec des mains tremblantes. Ses 3 enfants avaient signalé sa disparition à la police 2 semaines après l'avoir abandonnée. Ils prétendaient l'avoir laissée dans une maison de retraite, mais qu'elle s'était enfuie pendant la nuit. Ils offraient une récompense de $50 000 pour toute information menant à sa localisation. $50 000 murmura Elena avec amertume. Comme ils sont généreux. Ils sont prêts à payer 50 000 pour me retrouver alors qu'ils ont 4 200 000 $. Qui les attendent.
S'ils me trouvent. Pensez-vous qu'ils savent pour l'argent, demanda Maria, qui avait lu par-dessus l'épaule d'Elena. Je ne sais pas, répondit Elena. Mais il y a autre chose dans tout ça. Tu as mentionné qu'ils voulaient vendre ma maison. Si quelqu'un signale que je suis vivante et ailleurs, ils ne peuvent pas me déclarer morte. Et prendre le contrôle de la maison si facilement. Miguel fronça les sourcils. Que veux-tu faire? Elena réfléchit un long moment. Pourrais-je me cacher? Continuer à vivre ici au ranch sous un faux nom, mais cela signifierait vivre dans la peur constante, regardant par et dessus mon épaule, toujours à attendre le jour où mes enfants apparaîtraient. Je veux justice, dit-elle enfin d'une voix qui sonnait plus forte et décidée que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des années. Je veux que ils paient pour ce qu'ils m'ont fait et je crois savoir exactement comment le faire. Pendant les jours suivants, Elena, avec l'aide de Miguel et Maria, élabora un plan. D'abord, elle alla dans la ville la plus proche et parla à la police en leur racontant toute la vérité sur ce que ses enfants lui avaient fait. Elle déposa une plainte officielle pour tentative d'homicide et abandon d'une personne vulnérable. Le détective assigné au cas, un homme âgé nommé détective Vargas, l'écouta avec une expression de plus sombre. Madame Morale, dit-il, quand elle eut terminé son histoire. Ce que vous me décrivez sont des crimes très sérieux. Si vos enfants vous ont vraiment abandonné dans le désert avec elle, intention que vous mouriez, nous parlons de tentative de meurtre. C'est exactement ce qu'ils ont fait, confirma Elena avec fermeté. Et je peux le prouver. Elena expliqua que bien qu'elle ait été affaiblie pendant la majeure partie du temps, elle se souvenait clairement des paroles que ses enfants avaient dites. Elle se souvenait de Patricia disant qu'il serait plus facile pour tous si elle mourait. Elle se souvenait de Sébastien disant qu'il pourrait partager l'argent de la vente de la maison sans elle. Il faudra que vous veniez au commissariat pour faire une déclaration officielle, dit le détective Vargas, et nous ferons examiner et documenter vos blessures par un médecin. Les coups de soleil, les ampoules aux pieds, tout servira de preuve. Elena fit tout ce que le détective demanda. Elle subit des examens médicaux qui documentèrent chaque ecchymose, chaque brûlure, chaque signe de sa terrible expérience. Le médecin qui l'examina déclara que sans l'intervention de Miguel, Elena serait morte en 24 heures. Le détective Vargas alla également au ranch et parla avec Miguel, qui donna son témoignage sur l'état dans lequel il avait trouvé Elena. Il la photographia à l'endroit exact où il l'avait trouvée, montrant à quel point la zone était éloignée et désolée. Vous avez une affaire très solide, dit le détective à Elena, mais je dois vous avertir, cela va être très difficile. Émotionnellement. Vos enfants vont tout nier. Ils vont essayer de vous faire passer pour une vieille femme confuse avec démence. Ils vont employer des avocats coûteux. Êtes-vous sûr de vouloir passer par là? Elena regarda le détective droit dans les yeux. Je suis absolument sûre. Ce qu'ils m'ont fait est impardonnable. Je mérite justice et eux méritent d'être punis. Alors nous procéderons, dit le détective Vargas avec un acquiescement d'approbation. Mais d'abord, nous devons faire venir vos enfants pour un interrogatoire. Seriez-vous prête à les confronter? Elena y pensa. L'idée de revoir Rodrigo, Patricia et Sébastien la terrifia, mais la revigorait aussi.
Elle voulait voir leur visage quand ils découvriraient qu'elle avait survécu. Elle voulait qu'ils sachent qu'ils ne pourraient pas échapper à ce qu'ils avaient fait. Oui, dit-elle avec détermination. Je suis prête à les confronter. Le détective Vargas organisa tout soigneusement. Il contacta les 3 enfants d'Elena sous le prétexte d'avoir des informations sur leur mère disparue. Il leur demanda de venir au commissariat pour une mise à jour de elle. Enquête. Rodrigo, Patricia et Sébastien arrivèrent au commissariat 3 jours plus tard, tous habillés convenablement, feignant le chagrin avec des expressions préparées sur leur visage. Ils entrèrent ensemble dans la salle d'interrogatoire, s'attendant à recevoir des nouvelles sur leur mère bien-aimée. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'était Elena assise là, vivante, les regardant avec des yeux brûlants d'un mélange de douleur et de colère. Justifié. Le choc sur leur visage fut absolu. Rodrigo resta paralysé à la porte, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans émettre de son. Patricia fit un pas en arrière, son visage perdant toute couleur jusqu'à devenir blanc comme le papier. Sébastien resta simplement immobile, incapable de traiter ce qu'il voyait. Maman, enfin, s'exclama Rodrigo, reprenant suffisamment contenance pour agir. Dieu merci, tu es vivante. Nous étions si inquiétés à te chercher partout. Silence. Interrompit le détective Vargas froidement. Asseyez-vous tous les 3. Les 3 enfants s'assirent lentement sur les chaises face à Elena, leurs yeux bougeant nerveusement entre elle et le détective. Votre mère a quelque chose à nous dire sur le jour de sa disparition, dit le détective Vargas. Ou plus exactement sur le jour où vous avez tenté de la tuer. Quoi? Patricia se leva d'un bond. C'est ridicule. Nous n'avons jamais. Asseyez-vous, ordonna le détective. Patricia obéit. Mais ses yeux brillaient de panique. À peine contenus. Elena les regarda chacun. Lentement. Rodrigo, avec son costume cher qui ne pouvait cacher la sueur qui commençait à apparaître sur son front. Patricia avec ses vêtements de créateur et son maquillage parfait, qui ne pouvait cacher la peur dans ses yeux, Sébastien, avec son expression de suffisance, qui s'effritait de plus en plus à chaque seconde qui passait. 24 juillet, commença Elena d'une voix claire et ferme. Vous 3 êtes venus chez moi. Vous m'avez dit que vous m'emmèneriez dans une maison de retraite. Vous m'avez fait faire ma valise. Vous m'avez mise dans la voiture. Oui, exactement. Intervint Rodrigo. Rapidement. Nous l'avons emmenée dans une très belle maison de retraite, mais elle s'est enfuie pendant la nuit et laissez-la finir, grogna le détective Vargas. Elena continua. Sa voix ne vacilla jamais. Mais ils ne m'ont pas emmenée dans une maison de retraite. Ils m'ont emmenée dans le désert, sur une route abandonnée au milieu de nulle part, et là ils m'ont laissée pour mourir. C'est fou, maman, dit Sébastien d'un rire nerveux qui sonnait faux. Tu es confuse. Probablement que la chaleur a affecté ta mémoire, l'âge parfois. Je ne suis pas confuse, coupa Elena froidement. Je me souviens de chaque mot que vous avez dit. Patricia, tu m'as dit qu'il serait plus facile pour tous si je mourais. Sébastien, tu as parlé de partager l'argent de la vente de ma maison. Et toi, Rodrigo? Elena s'arrêta, en regardant son fils aîné avec des larmes aux yeux, mais d'une voix ferme. Tu m'as
Dis que j'étais un fardeau. Tu m'as dit que les gens utilisent ceux qui sont utilés. Rejettent ceux qui ne le sont plus. Les trois frères se regardèrent avec panique croissante. Les jeux de préoccupation filiale avaient complètement disparu, remplacés par la peur et la colère. Elle invente tout, dit Patricia désespérément en regardant le détective Vargas. C'est une vieille femme. Elle a probablement la démence ou Alzheimer. Vous ne pouvez pas croire. Nous avons des preuves médicales montrant que Madame Moral était sévèrement déshydratée lorsqu'elle a été retrouvée, interrompit le détective Vargas. Elle avait de graves coups de soleil et des ampoules sanglantes aux pieds, cohérents avec de longues marches sous le soleil du désert. Le médecin qui l'a examinée a dit que sans intervention elle serait morte en 24 heures. Mais cela ne prouve pas que nous, commença Rodrigo, nous avons aussi le témoignage de l'homme qui l'a trouvée, continua le détective Miguel Herrera. Il a trouvé votre mère dans une zone extrêmement isolée, à des kilomètres de toute civilisation, sans eau, sans abri. Comment pensez-vous qu'elle est arrivée là? Elle s'est désorientée, offrit faiblement Sébastien. Elle est sortie de la maison de retraite? C'est perdu. Il n'y a aucune maison de retraite dans un rayon de 150 km du lieu où elle a été trouvée, répondit le détective Vargas froidement. Nous avons vérifié. Le silence qui suivit fut lourd. Les trois enfants ne savaient plus quoi dire, quel mensonge inventer. Leur visage montrait clairement leur culpabilité. Elena se leva lentement de sa chaise. Malgré son âge, malgré tout ce qui s'était passé à ce moment-là, elle paraissait plus grande, plus forte, plus digne que ses trois enfants réunis. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle d'une voix qui résonnait avec autorité. Pendant 72 ans, j'ai vécu ma vie en essayant d'être une bonne personne. J'ai été une bonne épouse pour votre père. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour vous donner tout ce dont vous aviez besoin. J'ai eu faim pour que vous puissiez manger. J'ai pleuré en secret pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Je vous ai aimé inconditionnellement, sans rien demander en retour, sauf que vous m'aimiez aussi. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Elena, mais sa voix ne vacilla jamais. « Et vous m'avez payé en essayant de me tuer. Vous m'avez abandonné dans le désert comme si j'étais une ordure. Vous m'avez laissé mourir seule, effrayée, en agonisant, tout cela parce que j'étais un fardeau, parce qu'il était plus facile que je disparaisse. » Patricia commença à pleurer, mais Elena soupçonnait qu'il s'agissait de larmes d'auto-apitoiement, non de véritable repentir. « Mais j'ai survécu, continua Elena. J'ai survécu parce que des parfaits inconnus m'ont montré plus d'amour et de compassion en un jour que vous ne m'en avez montré en des années. J'ai survécu parce que j'ai trouvé des personnes qui m'ont rappelé que la vie vaut encore la peine d'être vécue, que je mérite toujours l'amour et le respect. » Elena se pencha en avant, regardant chacun de ses enfants droit dans les yeux. « Et maintenant, vous devrez faire face aux conséquences de vos actions, non pas parce que je veux me venger, mais parce que vous méritez de répondre de ce que vous avez fait. Et parce que je veux que toute autre personne âgée qui est abusée ou abandonnée par sa famille sache qu'elle n'a pas à l'accepter en silence. » Elle se tourna vers le détective Vargas. « Je veux porter des accusations formelles contre les trois. Tentative de meurtre, abandon de personnes vulnérables, abus de personnes âgées, tout chef d'accusation applicable. » Le détective Vargas acquiesça. « Nous avons déjà suffisamment pour les arrêter immédiatement. Rodrigo Moral, Patricia Moral, Sébastien Moral, sont arrêtés pour tentative de meurtre et abandon de personnes vulnérables. Vous avez le droit de garder le silence. » Ce qui suivit fut chaotique. Patricia commença à crier hystériquement. Sébastien cria que c'était une erreur, que c'était injuste. Rodrigo tenta de garder son calme, mais Elena pouvait voir la panique dans leurs yeux tandis que les officiers les menottaient. « Maman, s'il te plaît » cria Sébastien en se faisant emmener. « Ne fais pas ça,
nous sommes ta famille. Elena ne répondit pas. Elle les observa simplement être emmenés, ressentant un étrange mélange de tristesse pour ce qui aurait pu être et de satisfaction pour la justice enfin rendue. Lorsqu'ils furent partis, Elena s'effondra dans sa chaise, se sentant épuisée mais soulagée. Le détective Vargas s'assit à côté d'elle. « Vous avez fait ce qu'il fallait ?» lui dit-il doucement. « Je sais que ce n'était pas facile, n'est-ce pas ?» admit Elena. Il n'est jamais facile d'envoyer ses propres enfants en prison, mais il n'était pas non plus facile qu'ils essaient de me tuer. L'affaire Elena Moral contre ses 3 enfants devint une nouvelle nationale. Les journaux publièrent des titres sensationnalistes. Les enfants abandonnent leur mère âgée dans le désert. Une femme âgée survit à une tentative de meurtre par sa famille. La cupidité pousse 3 frères et sœurs à tenter de tuer leur mère. L'histoire résonna profondément auprès du public. Les gens étaient horrifiés par ce que les enfants d'Elena avaient fait. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Les organisations de défense des droits des personnes âgées prirent le cas comme exemple de la nécessité de lois plus strictes contre la maltraitance des personnes âgées. Les avocats de Rodrigo, Patricia et Sébastien essayèrent de créer une défense basée sur des allégations selon lesquelles Elena souffrait de démence et avait inventé toute l'histoire, mais les preuves contre eux étaient accablantes. Les examens médicaux montraient clairement qu'Elena avait toutes ses facultés mentales intactes. Le témoignage de Miguel était inébranlable. Les photographies de l'endroit où elle avait été trouvée montraient à quel point il aurait été impossible pour elle d'y arriver seule. De plus, les enquêteurs découvrirent que les 3 frères et sœurs avaient de sérieux problèmes financiers. Rodrigo était au bord de la faillite avec des dettes de jeu dépassant 200 000 $. Patricia avait maximisé ses cartes de crédit, maintenant un style de vie luxueux qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sébastien devait des mois d'hypothèque et était sur le point de perdre sa maison. Tous avaient un motif pour vouloir la mort d'Elena. Ils pouvaient hériter et vendre sa maison, diviser les gains, résoudre leurs problèmes financiers. Le procès dura 3 semaines. Elena dut s'asseoir à la barre et raconter sa terrible expérience encore et encore. Elle dut supporter les avocats de la défense, essayant de la présenter comme une vieille femme confuse qui avait mal interprété les bonnes intentions de ses enfants. Mais elle resta ferme, répondit à chaque question avec clarté et dignité, regarda le jury dans les yeux et leur raconta la vérité d'une voix qui ne trembla jamais. Miguel témoigna également en décrivant l'état dans lequel il avait trouvé Elena. « Je n'oublierai jamais cette image, dit-il d'une voix émue. Une femme âgée allongée par terre sous le soleil brûlant, plus morte que vivante. Si j'étais passé 1 heure plus tard, il aurait été trop tard. » Les médecins témoignèrent des blessures d'Elena, confirmant qu'elles étaient cohérentes avec l'abandon dans des conditions extrêmes. Les experts en climat témoignèrent sur les températures dans le désert ce jour-là, qui avait atteint 43 Celsius. Et enfin, le témoignage le plus accablant vint d'une source inattendue. Madame Martinez, la voisine d'Elena, qui avait été témoin lorsque les 3 enfants emmenèrent leur mère ce jour fatidique. « Je les ai vus arriver », témoigna Madame Martinez, les larmes aux yeux. « Et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. » Elena pleurait. La valise qu'ils portaient était si petite et aucun d'entre eux ne l'a embrassée ou consolée. Ils l'ont traité comme un objet qu'ils devaient déplacer d'un endroit à un autre. Le jury délibéra pendant seulement 6 heures avant de revenir avec un verdict. Coupable de tentative de meurtre au 2e degré, abandon criminel de personnes vulnérables et abus de personnes âgées. Le juge, une femme âgée au regard sévère, regarda Rodrigo, Patricia et Sébastien avec un profond dégoût. « Dans mes 30 ans en tant que juge, j'ai vu de nombreuses affaires terribles, dit-elle, mais peu m'ont autant touché que celle-ci. Vous 3 avez pris la femme qui vous a donné la vie, qui vous a élevé, qui a tout sacrifié pour vous, et vous l'avez abandonnée dans le désert pour mourir. Non pour légitime défense, non parce qu'elle représentait une menace, mais par pure cupidité et commodité. » Le juge fit une pause en regardant chacun d'eux. « Rodrigo Moral, je vous condamne à 20 ans de prison. Patricia Moral, 18 ans. Sébastien Moral, 16 ans. De plus, chacun d'entre vous paiera 50 000 $ en restitution à sa mère pour sa douleur et sa souffrance. » Les sanglots de Patricia emplirent la salle d'audience. Sébastien jura et dut être retenu par les officiers. Rodrigo ferma simplement les yeux, vaincu. Elena les observa être emmenés, ressentant
Pas de joie exactement, mais un sentiment de clôture. La justice avait été rendue. Ses enfants paieraient pour ce qu'ils avaient fait. Après le procès, la vie d'Elena changea de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Son histoire inspira d'innombrables personnes âgées qui avaient été victimes de mauvais traitements par leur famille à parler. Elle reçut des milliers de lettres de soutien de tout le pays. Des organisations pour personnes âgées lui demandèrent de parler lors de conférences en partageant son histoire comme moyen de sensibilisation. Mais le plus important, Elena se sentit enfin libre de vivre sa vie selon ses propres termes. Elle resta vivre au ranch avec Miguel et Maria, qui étaient devenus la famille qu'elle avait toujours souhaité avoir. Ensemble, ils s'occupaient des animaux, cuisinaient de délicieux repas, jouaient aux cartes le soir, riaient de choses stupides. C'était une vie simple, mais remplie d'amour véritable. Avec une partie de l'argent de Roberto, Elena fit quelques améliorations au ranch. Ils rénovèrent la grange qui s'effondrait. Ils achetèrent quelques chevaux neufs. Ils modernisèrent la cuisine de Maria, mais la majeure partie de l'argent, Elena la garda suivant le conseil de Roberto de l'utiliser judicieusement. Elle créa également un fonds pour aider d'autres personnes âgées dans des situations de maltraitance. Elle travailla avec des avocats pour créer la fondation Elena Moral, dédiée à fournir des ressources juridiques, un refuge et du soutien aux personnes âgées maltraitées par leur famille. Si mon terrible vécu peut aider à sauver ne serait-ce qu'une seule personne de ce que j'ai vécu, dit Elena dans une interview. Alors, tout aura valu la peine. Un an après le procès, par un après-midi tranquille d'automne, Elena était assise sur le porche du ranch avec Miguel et Maria, regardant le soleil se coucher sur les champs dorés. Les feuilles des arbres avaient commencé à changer de couleur, créant un paysage d'orange, rouge et jaune. « Et tu sais ce qui est le plus étrange » dit Elena pensivement. « Après tout ce qui s'est passé, je ne regrette rien. » Maria leva les yeux de son tricot, surprise. « Comment peux-tu dire ça, Elena ? Tes enfants ont essayé de te tuer. »« Je sais, » répondit Elena. « Et c'était horrible. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, je ne serais jamais arrivée ici. Je ne vous aurais jamais rencontré vous deux. Je n'aurais jamais découvert que je pouvais encore être heureuse, que je pouvais encore me sentir aimée et valorisée. D'une manière étrange, ils m'ont libérée. » Miguel, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, parla. « Cela demande une force incroyable, Elena, de trouver quelque chose de positif au milieu de tant de trahison et de douleur. » Elena sourit, plissant encore plus les coins de ses yeux. Quand on a 72 ans et qu'on survit à être abandonné dans le désert, on développe une perspective différente sur ce qui compte vraiment dans la vie. « Et qu'est-ce qui compte vraiment » demanda Maria avec curiosité. Elena réfléchit un moment en regardant le magnifique coucher de soleil. « L'amour compte, dit-elle enfin, mais pas l'amour que l'on donne en attendant quelque chose en retour. L'amour véritable, inconditionnel, le type d'amour que vous m'avez montré. La bonté compte, la compassion compte. Vivre chaque jour avec intégrité et dignité compte. » Elle fit une pause, sentant des larmes se former dans ses yeux, mais cette fois-ci c'étaient des larmes de gratitude. Pas de douleur et la famille compte. Elle continua. Mais pas nécessairement la famille de sang. La famille, ce sont les personnes qui sont à tes côtés quand personne d'autre ne l'est. Les personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Vous deux êtes ma famille maintenant, plus que mes enfants de sang ne l'ont jamais été. Maria laissa son tricot et traversa le porche pour embrasser Elena. Miguel se joignit à elle et les trois restèrent ainsi enlacés tandis que le soleil finissait de se coucher. Pas très loin de là, dans une prison de haute sécurité, Rodrigo Moral était assis dans sa cellule regardant les murs gris. Il avait tout perdu, sa maison, son travail, sa réputation, sa liberté et tout. Pourquoi ? Par cupidité, pour avoir cru que sa mère ne valait pas l'effort de l'aimer. Dans une prison pour femmes, Patricia pleurait toutes les nuits, non pas pour ce qu'elle avait fait à sa mère, mais pour tout ce qu'elle avait perdu. Sa vie parfaite, son apparence soigneusement construite, son statut social, tout avait disparu. Et dans un autre établissement correctionnel, Sébastien était devenu amer et rancunier, blâmant tout le monde sauf lui-même pour sa situation. Si maman n'avait pas porté plainte, disait-il constamment, tout irait bien. Aucun des trois n'avait réellement appris la leçon.
Aucun ne comprenait véritablement l'ampleur de ce qu'ils avaient fait et c'était là la plus grande tragédie de toutes. Mais Elena ne pensait plus à eux. Elle avait fait la paix avec le fait que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas ou ne veulent pas changer. Elle avait appris qu'elle ne pouvait pas les sauver ou les aimer suffisamment pour les transformer en les personnes qu'elle avait espéré qu'ils soient. Tout ce qu'elle pouvait faire était de vivre sa propre vie du mieux possible, entourée de personnes qui l'aimaient et l'appréciaient vraiment. Et ainsi, tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne au-dessus du ranch, Elena Morale, une femme de 72 ans qui avait survécu au pire que la vie et sa propre famille lui avaient infligé, se sentit véritablement heureuse parce qu'en fin de compte, elle avait découvert quelque chose que ses enfants ne comprendraient jamais, que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son utilité ou dans ce qu'elle peut donner matériellement, mais dans la bonté de son cœur. Dans sa capacité à aimer même après avoir été blessée et dans sa force de continuer, même lorsque tout semble perdu. Et c'était une leçon qui valait plus que les 4 200 000 cachés dans sa valise. Cela valait plus que toutes les richesses du monde. L'histoire d'Elena t'a-t-elle touché? Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur. Clique sur la vidéo suivante qui apparaît sur ton écran pour continuer à découvrir des histoires vraies qui te feront réfléchir sur le véritable sens de l'amour et de la famille. Ton soutien signifie tout pour nous et nous aide à continuer à partager ces histoires si importantes. À la prochaine.